Pour aller un cran plus loin, parfois on peut avoir derrière le mot énergie l'idée d'une posture un peu plus haute finalement. Alors, comment résoudre ce paradoxe, cet antagonisme entre le mot énergie, coaching de l'énergie, et ce qu'on imagine plutôt cette posture basse du coach? Alors, ce serait antagoniste si derrière le mot énergie, il y avait la notion que le coach a beaucoup d'énergie et comme un thérapeute ou un guérisseur, il va insuffler son énergie dans le système du client qui, du coup, va se retrouver énergisé. Il ne s'agit pas d'énergiser le client, il ne s'agit pas de le dynamiser au sens je prends un accu, une batterie, et puis je te mets les câbles et hop, je refais démarrer ta voiture à partir de mon moteur qui est plus gros que le tien. C'est pas ça. Le coaching de l'énergie, c'est aider le client à reconnecter son petit système au grand système de la vie, à se réaligner, à se mettre en énergie en phase avec ses propres énergies. Moi, j'essaie d'avoir un haut niveau d'énergie pour ma vie quotidienne parce que c'est mon droit et puis c'est mon choix, mais ça n'a rien à voir avec la relation de coaching que j'aurai avec mes clients. Par contre, le client, comme je le disais, il y a un respect fondamental pour l'autre dans cette perspective du coaching. L'autre est bien capable de prendre de l'énergie en direct, il n'a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de prêtre et toute la smala. Je veux dire, et les thérapeutes, et il en faut, et des prêtres et des thérapeutes et tout ça, et des enseignants, mais à quoi ils servent? S'ils ne servent pas à brancher la personne avec l'authenticité de ce qu'elle est, déjà à l'intérieur d'elle-même, eh ben, ce sont des escrocs. Et moi, je ne suis pas un escroc, en tout cas, je ne veux pas en être un. Donc, je ne veux pas substituer mon énergie à celle des autres. Je veux contribuer, en étant moi-même bien branché aux miennes, les inviter à se brancher aux leurs, à être heureux par eux-mêmes, pour eux-mêmes et en eux-mêmes. J'aime beaucoup cette formulation. Le coaching, c'est trouver des solutions par soi-même, pour soi-même et en soi-même. Et donc, le coach n'est pas en position haute. Le coach croit suffisamment à ça, le coach de l'énergie, pour en avoir fait son métier. Du coup, ça fait sans doute des années et des années qu'il cultive ça pour lui-même. Donc, il est bien possible que les braves coachs de l'énergie qu'on va rencontrer sur le marché seront des gens assez en forme, des gens assez réfléchis, des gens assez puissants dans leur vie personnelle. Mais ça les regarde, ça ne concerne pas les clients. Par contre, ça peut se voir. Ça peut rayonner, ça peut être éclatant. Et puis, des fois, on n'est pas très en forme. Tout coach de l'énergie qu'on est, tout en ayant une bonne hygiène de vie, eh ben, on peut avoir un atavisme qui fait qu'à partir de certain âge, il y a certaines épreuves qui se déclenchent dans le corps, du rhumatisme ou autre, et on finira bien par mourir et on mourra probablement d'une forme de maladie qu'on appelle la vieillesse. Donc, moi, je n'ai pas le fantasme de la vie éternelle sur cette terre, de la longévité comme les taoïstes y tendaient. Je crois qu'on peut améliorer sa vie, peut-être la rallonger, encore qu'il faudrait une bonne raison pour ça. Que ça dure plus ou moins longtemps n'a pas spécialement d'intérêt. Ce qui compte, c'est que ça ait du sens et qu'il y ait de la qualité et qu'il y ait de l'intensité et qu'il y ait de la présence, qu'il y ait de la conscience. Après ça, que la conscience dure 5 minutes ou 5 ans, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas une fin en soi. Je n'ai pas envie de faire un tour de manège histoire de dire j'en fais encore un autre. On commence à bien cerner à ce qu'est ce coaching de l'énergie. Et comment c'est né finalement ce coaching de l'énergie? C'est venu de quoi? De quelles inspirations? Alors, il y a des inspirations déjà très directes, très intimes, que sont le corps et puis l'énergie. Et ça, ce n'est pas l'inspiration auprès de d'autres, c'est l'expérience directe d'un homme, d'un individu qui se dit mais finalement, mon corps, c'est quoi et qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je fais avec? La première chose. Et moi, à titre personnel, j'ai travaillé beaucoup le yoga, le qigong. Ça fait, je sais pas, j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'avais 15 ans. Et j'ai pratiqué le qigong un peu plus tard, mais vers la trentaine. Ça fait donc une paire d'années quand même que je fais ce genre de choses. Et puis, ça m'a tellement imprégné, tellement passionné, tout en ayant une pratique un peu dissolue. Il m'est arrivé de rester plusieurs années sans pratiquer du tout, mais en ayant toujours cette sensibilité au corps et aux manifestations énergétiques. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'avoir cette vie clivée en deux. D'un côté, je suis un professionnel qui fait du business, et de l'autre côté, je suis un homme de spiritualité qui a des pratiques énergétiques. J'ai eu envie de marier les deux pour être à la ville comme au champ. Le rat des villes et le rat des champs, ce soit le même. Et puis, je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner, travailler en attendant les vacances. Ça, c'est misérable. Je veux être heureux pendant que je travaille et je veux travailler pendant mes vacances.
mais pas de la même manière. Voilà, c'est un cycle, le yin et le yang s'engendrent mutuellement et se complètent. Je veux que le repos et le travail soient euh, complémentaires de la même unité, d'une vocation dans la vie. Et donc, j'ai été amené petit à petit à modéliser des choses que j'avais apprises dans mon corps. Et puis, également, il y a les courants de la non-dualité. Alors, il y a le yoga du Cachemire, il y a le taoïsme, mais qu'on retrouve aussi dans la mystique rhénane avec Maître Eckhart. On retrouve aussi dans certains courants métaphysiques chrétiens. On retrouve aussi chez les soufis des choses qui sont des merveilles absolues de la conscience de l'humanité qui a produit des perles à certains moments de la culture. Et puis, ce sont des formulations qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Elles sont conditionnées par une culture qui est intemporelle, qui n'est pas datée d'une période et qui n'est pas marquée par une culture territoriale. Donc, il y a le courant de la non-dualité. L'orientation solution aussi est une chose qui m'a beaucoup impressionné. Le coaching systémique. Avec Franck, on a beaucoup travaillé ces questions-là. Et puis, à titre personnel, il y a aussi, je ne suis pas trop pour la psychanalyse, enfin, je ne suis ni pour ni contre, mais je veux dire, je ne suis pas très versé dans la psychanalyse. Ce n'est pas ma famille vibratoire, si on peut dire, ou intellectuelle. Cela dit, un des disciples de Freud s'appelait Reich, qui a eu un disciple lui-même qui s'appelait Alexander Lowen, qui a fondé ce qu'on appelle la bioénergie, et ce n'est pas pour rien qu'il y a le mot énergie dedans. Enfin, il a retrouvé pour lui-même des choses qui appartiennent au yoga et au taoïsme depuis des millénaires, mais il les a modélisées, un peu comme on essaie de le faire nous pour le coaching, il les a modélisées pour une thérapie dite de la bioénergie, qui est très intelligente, très pragmatique, et ça m'a touché à un moment donné. Je n'ai pas participé à une thérapie bioénergétique, mais j'ai lu et j'ai réfléchi, et ce modèle m'a parlé. Je ne m'en suis pas inspiré pour le coaching de l'énergie, mais je dois dire que ce sont quand même des grands courants d'inspiration, la méditation, le zen, le yoga, le qigong, et puis certaines thérapies qui s'en sont inspirées, comme la sophrologie, etc. Voilà. Donc je dis merci à tout le monde, et puis en fait je ne dois rien à personne parce que j'ai rien inventé. Je crois que personne n'invente jamais rien. Bien sûr. Les choses sont dans la vie, elles passent, on y est réceptif, donc on les capte un instant, on en fait un petit peu quelque chose, elles repartent déformées, imprimées, modifiées par notre prisme, et puis voilà, ça passe et ça disparaît, ça rejaillit plus tard. Ce qui est vrai pour les individus dans le panier de crabe est vrai aussi pour les civilisations sur des échelles plus vastes. Et bon, ben voilà, donc moi j'estime qu'on n'a rien inventé. Et même si personne n'invente jamais rien, quel a été ce que vous y avez ajouté, Franck et toi, de plus personnel finalement dans ce coaching de l'énergie? C'est une bonne question. Il y a d'une part le modèle des 4 énergies. Il y a plusieurs façons d'envisager les énergies. Les Aztèques ont une symbolique des énergies. Les Indiens avec l'Ayurveda en ont une, qui a inspiré celle la nôtre en Occident. Les Chinois avec les 5 éléments ont aussi un modèle des énergies. Nous nous sommes inspirés des énergies d'Aristote, feu, air, eau, terre, avec l'éther qui est en amont, mais on ne s'en occupe pas pour le business parce que c'est potentiellement sulfureux, ça pourrait déranger nos clients, qu'on introduise de la spiritualité incognito. Quand on le fera bien franchement, mais les 4 énergies, c'est une symbolique, comme on aurait pu dire ABCD, on aurait pu dire bleu, vert, jaune, rouge. On dit feu, air, eau, terre parce que c'est plus parlant. Puis parce que ça nous touche et que ça vibre dans notre intériorité. Et c'est à partir de cette vibration qu'on peut faire vibrer nos clients. Et elle est très structurante. Il y a le cycle du coaching qui est terre, eau, air, feu. Il y a 4 aspects à la posture de coach, terre, eau, air, feu. Il y a des besoins des équipes et des clients qui sont terre, air, feu. Il y a des solutions qui sont orientées terre, eau, feu. Il y a des séquences d'animation dans le coaching d'équipe qui sont marquées de ces énergies. Donc ça, pour moi, ça a beaucoup de sens, c'est très clarifiant. Ça permet d'avoir un fil directeur qui donne de la lisibilité à nos travaux. Parce que le coaching, on dit, c'est dans l'émergent, j'improvise, je ne peux pas te dire, c'est dans le vivant, c'est entre nous, c'est dans l'interaction. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça serve de discours bullshit. Le coaching, ce n'est pas de l'impro, c'est un métier. C'est un métier, il y a des outils, il y a de la structure, il y a de la rigueur, il y a des méthodes. Et donc, les 4 énergies sont une symbolique qui nous aide vraiment à structurer et à rendre très pragmatique cette prestation qui, c'est vrai, se joue dans l'émergent, est fonction de la qualité de présence, de la relation, de tout ce qui est subjectif, de tout ce qui est non-verbal,
de tout ce qui est très subtil, des éléments de synchronicité, y compris avec l'environnement, au-delà de la relation entre nous deux. Parce que dans une perspective systémique, je fais partie de ton système, tu fais partie des miens, mais nous faisons partie tous les deux de tout un tas de systèmes en poupée gigogne. Et donc, quelque part, il n'y a qu'un seul, pas un seul système. Et donc, je suis ce système, tu es ce système, il y a un seul système. Donc, voilà, les quatre énergies permettent de mettre un peu de clarté là-dedans, parce que dans ce un seul, ça pourrait être une grande chose fusionnelle, très confusionnelle. Non, il ne faut pas fusionner, il ne faut pas confuser, il faut clarifier, séparer pour mieux unifier. C'est un adage des alchimistes du Moyen-Âge de dire il faut volatiliser le fixe pour fixer le volatile. Il faut différencier pour unifier. Je vais faire une brève inversion pour témoigner. J'ai encore en tête cette réunion d'information, cette première réunion d'information où c'était Franck, je crois, qui animait. Peut-être tu étais là aussi d'ailleurs, sur les 4 éléments terre, eau, air, feu. Et tellement ça m'a marqué cette réunion que j'ai encore en tête la salle et la disposition et quelques personnes que j'y avais rencontrées pour dire à quel point, effectivement, moi qui suis peut-être plutôt un terrien, ce modèle terre, eau, air, feu m'avait parlé. Voilà. Oui, on est très honoré que tu aies suivi quelques-unes de nos formations parce que je sais que tu es un garçon exigeant et difficile, notamment en matière de formation, comme on l'est tous. Hein. Quand des cuisiniers vont dans les restaurants des autres, ils ont une déformation professionnelle, ils sont attentifs à tout. Et nous, et je me reconnais dans ce que tu m'as dit, moi-même, quand j'ai été à des formations, j'ai été dur. Si le mec ne m'intéresse pas tout de suite, s'il n'est pas excellent dans sa pédagogie, s'il parle un peu trop dans sa tête et qu'il n'est pas assez dans la relation, s'il est trop dans la relation et pas assez dans le programme et dans l'avancement et mes progrès, je m'en vais. Je ne reste pas. Bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé du coaching de l'énergie. On ne peut pas ne pas parler maintenant de ce que ça apporte au client. Concrètement, comment tu pourrais décrire, alors je vais utiliser un gros mot, mais la valeur ajoutée déterminante pour le client de ce coaching de l'énergie? En fait, il me semble que quand le client se reconnecte à qui il est en profondeur, il y a tout de suite quelque chose qui va mieux. Il y a toutes sortes de faux problèmes dans lesquels il s'investit, dans lesquels il se compromet, qui sont vus en tant que choses fades, factices, superficielles, artificielles, fausses, et qui tombent. Et donc, il n'y a pas d'effort à faire pour se désengager d'un faux problème quand on voit que c'en est un. Donc, la première chose, c'est que le client, voyant clair sur ses enjeux, sur ses priorités, sur ce qui est vraiment important, va laisser tomber de soi-même tout ce qui le dispersait et qui n'était pas essentiel. Et investissant sur cet essentiel, le reste, qui a de l'importance, je ne parle pas des faux problèmes, là, je parle des vrais sujets, mais qui sont mineurs, vont être embarqués par l'énergie que le client va pouvoir mettre dans son centre. Je pense que l'effet principal du coaching de l'énergie, c'est de recentrer, c'est de reconnecter, d'une part à soi-même, mais soi-même, ce n'est pas juste une unité obscure et confuse à l'intérieur auquel on n'a pas accès, c'est quelque chose qu'on peut regarder, qu'on peut déployer, voir qu'il y a du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, et que du coup, ça ne devient pas quelque chose d'étranger, de mystique, de dangereux, de fantasmé, d'extraordinaire, quelque chose d'ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est les petits instants ordinaires. C'est là qu'est l'extraordinaire, c'est dans les tout petits instants de la vie. Moi, je ne veux plus, comme j'y ai aspiré peut-être de façon fantasmée, je ne veux plus être un coach fantastique. Je ne veux pas vivre une expérience d'amour extraordinaire. Je ne veux plus devenir quelqu'un de formidable. Je suis très heureux d'être quelqu'un de parfaitement modeste, de tout à fait limité, de tout à fait dérisoire. Je suis très heureux d'être quelqu'un de dérisoire, de n'être personne, et finalement de me délecter de tous ces petits plaisirs infimes du quotidien. Un petit coin de ciel bleu entre deux nuages me ravit, alors qu'avant, je passais devant sans le remarquer et j'étais contrarié parce que ci, parce que ça, ou j'étais tendu pour essayer d'atteindre un objectif demain, alors que je passais à côté de ma pleine réalisation de maintenant. Je ne dis pas que j'y suis rendu, je dis que j'ai compris ça et que je m'emploie, je m'applique à éviter de me perdre dans des fantasmes pour me ramener à la réalité. Et étant comme ça,
tous les coachs de l'énergie pratiquant dans cette manière-là, on invite par capillarité, par osmose, on invite nos clients à faire la même chose, sans les embrigader dans une secte, dans un dogme, dans une croyance. Pas besoin de croyance, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Le coaching, c'est maintenant, l'instant présent, c'est maintenant. Apprécions cet instant présent, maintenant. Rendons-lui grâce, honorons-le, en étant dans notre corps et en étant dans cette joie de créer de la valeur. Alors tu dis quelle valeur on crée? Ben là voilà la valeur qu'on crée. C'est une valeur infinie, une valeur qui n'a pas de prix, qui est la valeur du vivant et de la conscience. Et ça procure de la joie, de la paix, un sentiment de liberté. Il ne peut pas y avoir de conflit quand on est dans ce cas-là, parce que, donc du coup, il y a de la paix. Quand il n'y a pas de conflit, il y a de la paix. Quand il n'y a pas de tristesse, parce que à quoi bon être triste? Il y a de la joie. Et quand la tristesse survient, parce qu'il est normal que par inertie, il y ait des mauvaises habitudes qui aient été prises et qui continuent un certain temps, et bien cette tristesse, elle est vue depuis un espace joyeux. Ces conflits sont vus depuis un espace paisible. Et il y a une sorte de liberté intérieure et de force vitale, de force intérieure, qui prend de plus en plus la place dans l'escargot, si bien qu'il y a vraiment un escargot dans la coquille.